si j'ai un peu d'espace chez moi et que j'ai envie de faire un barbecue, j'invite 10 personnes à 10 euros, je me suis fait 100 balles et 10 potes. Ouais, donc 3 amis qui se rejoignent pour créer un projet qui les fait kiffer. 3 potes qui se rejoignent, on a même fait une coloc, dis-toi, pour Ah ouais. Covid, ouais. Ah, le scénario rêvé quoi. Bah écoute, bonsoir. Bonsoir. Enchanté de nouveau, merci d'avoir accepté de faire ce podcast à l'improviste. Écoute, l'objectif aujourd'hui c'est de découvrir qui tu es, ton parcours, Okay. la solution que vous avez mis en place avec ton associé qui est juste à notre gauche, et de découvrir un peu comment vous développez ça au niveau commercial, puisque j'ai cru comprendre que tu as un parcours tumultueux dans ce domaine. Je te laisse commencer par te présenter, puis on va partir vers la suite après. Ok, donc très brièvement, moi c'est Sofiane. J'ai un parcours qui est ingénieur numérique, mais aussi expert événementiel. Donc c'est pour ça que je te parlerai de Tiki juste après. Ça fait un peu sens d'avoir développé une startup dans ça. Et donc l'idée, c'était aussi de mettre à profit mes compétences, c'est numérique, technologique, ingénierie, avec tout ce que j'ai appris dans l'événementiel, tout le côté rencontre avec les autres, aller voir de plus en plus de monde et essayer de fédérer tout ça, quoi. Ok, très très cool. Et donc, avant de lancer Tiki, qu'est-ce que tu faisais? Avant de lancer Tiki, donc en fait, si tu veux savoir, j'ai fait un parcours, j'ai fait maths sup, maths spé, donc après j'ai fait une école d'ingé. Sinon, j'ai travaillé aussi en alternance dans une banque. J'ai moyennement aimé, je t'avoue. Ouais. J'ai moyennement aimé parce que tu sais, c'est très normé quand tu travailles dans une banque un peu comme ça. En fait, c'est un peu comme les boîtes de conseil ou les ESN. C'est très normé. Il y a des gens pour qui ça va. Il y a des gens pour qui ça va moins. On va dire ça comme ça. Et donc, j'ai préféré me dire, bon, bah, en vrai, j'ai des compétences, je suis avec des amis, je suis entouré. Donc, on avait Nidal, comme tu disais, il y a aussi Alexandre, on est 3 cofondateurs. Et l'idée, c'était de se dire, bon, bah, on a des compétences, venez, on les met à profit et on crée quelque chose d'assez conséquent et qui nous fasse rêver tous les 3, en fait. Ouais. Tu vois. Ok, ouais, donc 3 amis qui se rejoignent pour créer un projet qui les fait kiffer. 3 potes qui se rejoignent. On a même fait une coloc, dis-toi, pendant le Covid. Ouais. Ah, le scénario rêvé, quoi. Vraiment. Covid, je te jure, pendant le Covid, on a fait une coloc. On s'est dit, bon, on va éviter de mettre tous les microbes dans la famille. Ouais. On se voit, on travaille, on rigole et on crée un truc un peu sympa. Très très cool comme histoire. Ok. D'accord. Et donc Tiki, c'est parti comment? Qui a eu l'idée? Comment vous avez choisi de la mettre en place au début? Ok, alors c'est un parcours un peu atypique parce qu'à la base, je t'ai dit, on a fait l'école d'ingé. En sortie d'école, on a créé une première boîte qui s'appelait Timelapse. Très simple, l'idée c'était de créer une application mobile où les gens, au lieu de mettre comme sur Airbnb à disposition un logement, ils mettaient à disposition un événement. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, si j'ai un peu d'espace chez moi et que j'ai envie de faire un barbecue, j'invite 10 personnes à 10 euros, je me suis fait 100 balles et 10 potes. C'était l'idée. Sympa, franchement c'était une bonne idée. Sauf que nous on était tech, on en reparlera parce qu'en plus c'est un bête de sujet. On était tech, donc on a développé toute l'application, le produit, etc. Et quand on a fini le produit, il n'y avait personne pour l'acheter parce qu'on n'était pas vendeur, on était juste tech. Et par contre ça nous a énormément appris sur le côté technique, on a encore plus appris que ce qu'on avait. On a beaucoup appris sur le secteur événementiel, mais on n'avait pas ce côté vendeur qui nous manquait à fond. Tu vois. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé avec Alexandre, qui lui, justement après l'école d'ingé, a fait un double diplôme business, management, aussi commercial, tu vois. Et donc ça a plutôt bien fonctionné. C'était l'époque un peu je sais pas si tu connais, mais le bull run dans les crypto-monnaies, la blockchain. Donc c'était aussi l'époque un peu du Covid. On s'est mis dans la coloc, on a commencé à jouer avec les crypto-monnaies. On achetait, on revendait aussi des NFT, on perdait, on gagnait de l'argent. C'était une époque tumultueuse là aussi. Exactement. Mais ça s'est plutôt bien passé et on s'est rendu compte que la meilleure façon d'utiliser la blockchain ou même des projets tech de manière générale, c'était d'en créer. Donc c'était de créer son propre projet et c'est là où on s'est dit il y a un truc à faire. En plus c'est pile au moment, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait la finale de Ligue des Champions, Liverpool-Real de Madrid, je crois, au Stade de France. Il y a eu énormément de problèmes. Et donc on s'est dit, écoute, on est dans la tech, on est dans l'événementiel, on kiffe le foot, on est une coloc de mecs sympas. Et donc on a fait ce projet Tiki, qui est en gros
une solution nouvelle génération événementielle, 360, que ce soit de la billetterie, du CRM ou de la fan expérience, dans le sport, la culture et aussi du corporate. Parce qu'il y a pas mal d'événements à staffer. Ouais, je me doute. Voilà. Ok. Et donc, le bénéfice très concret que tu présentes à des prospects, c'est quoi? Très concret, c'est augmentation des revenus. Ouais. Parce que c'est ce qu'ils cherchent, sans forcément augmenter le prix du billet de 10 à 50 euros. Parce que bon, quand tu vas par exemple dans un club de sport, de handball et que ton prix du billet est à 12 euros, tu n'as pas envie de le passer à 50 parce que personne ne va l'acheter. Mais c'est avec des leviers marketing, comment faire en sorte que ton panier moyen augmente quand même, en mettant du merchandising, en mettant de nouvelles data, etc. etc. Tu as pas mal de petits leviers comme ça. Et tu as aussi le deuxième gros point fort de Tchiki, c'est gain de temps. Gain de temps parce qu'on récolte de la donnée propre. Parce que quand tu vas cibler les gens, tu vas gagner du temps. Parce que on va te faire automatiser certaines tâches opérationnelles. Et en plus, gain de temps, gain d'argent, ça va ensemble. Quand tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent. Et quand tu gagnes de l'argent, tu gagnes du temps. Ouais. Donc c'est les deux grosses... c'est ce qui vend le plus en fait. Tout le monde veut gagner du temps ou de l'argent. Ouais. Je testais un petit peu tes réflexes commerciaux. Ouais. Mais ok, très très cool. Et donc aujourd'hui, Tchiki, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de la situation? C'est combien de personnes? C'est combien de clients? Comment ça se présente aujourd'hui? Ouais. État des lieux de la situation, ça fait 2 ans et demi que la boîte existe. Ça fait réellement 9 mois qu'elle est commercialisable. Parce qu'avant, c'était qu'on rigolait entre nous. En 9 mois, on a eu la chance de dépasser les vingtaines de clients. On doit être à 25 à peu près. On a du ponctuel, du récurrent. En chiffre d'affaires, on doit être à un peu plus de 35 000 euros. C'est à net, parce qu'ensuite, nous, comme on fait de la billetterie, on redistribue l'argent qu'on récupère. Donc on a forcément un gros CA qui rentre, parce que c'est des événements. Mais après, on redistribue pas mal. Et ensuite, tu me demandais combien on est dans l'équipe. On est 3 associés. On a un alternant, un stagiaire, à date. Et sinon, dans les grosses périodes de rush, quand on a des événements ou quoi, on embauche des externes. On a des externes qui tournent autour de l'écosystème pour nous aider quand il y a des moments de pic, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Donc très sympa. Et la vision pour 2025, ça va être quoi? Vision 2025, c'est qu'on passe de, comme je t'ai dit, 35 à peu près à 165 pour qu'on puisse dégager d'autres salaires, etc. Donc ça, c'est le CA net. Et ensuite, grossir un petit peu l'équipe commerciale. Nous, du coup, c'est Alexandre qui fait du commercial. Moi, j'en fais aussi. Et l'alternant qu'on a pris. L'idée, c'est d'en prendre encore un autre alternant pour 2025, peut-être en septembre, une fois qu'on aura clôturé la saison culturelle et sportive. Et ensuite, on se dit, maintenant que le côté commercial, c'est bon, il faut encore plus développer pour aller encore plus sortir de la concurrence qu'il y a dans le marché. Et ensuite, ça sera plutôt du côté technique. Donc on fait un peu la balance entre les deux. Un peu de tech, un peu de commercial, un peu de tech, un peu de commercial. Voilà. Ouais, c'est trop cool parce que vous êtes une petite équipe, donc je sais qu'il y a un problème souvent de communication entre les équipes tech et commerciales. Ouais. Là, vous avez du lien en permanence, donc vous pouvez itérer directement, quoi. Exactement. Okay. Là, on gère tout seul. Ouais, non, ça a l'air très sympa, effectivement. 3 gars sympas, tu disais. Ouais. 3 gars sympas. Pas besoin de lever des fonds. Ça nous aurait bien servi, je ne le cache pas. Mais souvent, ce que les startups font, c'est qu'elles lèvent des fonds juste pour avancer. Alors qu'en vrai, le meilleur moyen d'avancer, c'est de vendre. C'est de prouver qu'il y a une valeur sur ce que tu fais. Donc, on vend. On arrive à vendre, c'est cool. On est rentable dès la 2e année. Mais maintenant, lever des fonds, ça sera un sujet quand on ira faire un gros projet, typiquement s'exporter international ou aller chercher, je sais pas moi, une grosse compétition sportive ou voilà, peu importe. Et alors c'est une question que j'ai posée à Bastien tout à l'heure, mais est-ce que selon toi vous êtes déjà à un product market fit ou pas encore? Ouais. Moi je dis toujours qu'il y a 3 étapes dans l'entrepreneuriat. Bon, 3 parce que pour l'instant on a la 3e. Peut-être que... Il y en aura 12 dans 2 ans. Peut-être que bientôt il y en aura 4, tu vois. Ouais. Mais la première c'est le 0 à 1. En gros ton 0 à 1 c'est le premier client. C'est à quel point tu arrives à séduire un premier client. Et généralement c'est celui qui t'aime bien qui dit oui. Tu vois, c'est pas parce que c'est juste qu'il t'aime bien toi. C'est pas parce que tu as un beau projet.
ou alors peut-être une bonne idée à la limite. Mais c'est cool parce que c'est ton idéation qui parle, tu vois. Ensuite, tu as l'étape du 1 à 10. C'est là où tu arrives à convertir tes 10 premiers clients. Et tu te dis en gros, j'ai 10 premiers clients, ça veut dire qu'il y a un product market fit, c'est cool. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais c'est pas très structuré. Donc tu structures les choses, tu reviens un peu en arrière pour que tout soit sur de bonnes fondations. Et ensuite, passer à l'étape d'après, du 10 à 100, où là, il faut accélérer. Complètement, le mot, c'est accélérer. Ça veut dire que tu recrutes, ça veut dire que tu appelles plus, ça veut dire que tu vends plus, ça veut dire que tu mets des CSM, ça veut dire que là, c'est vraiment l'accélération et va chercher tes 100 clients, tu vois. Ouais. Et peut-être qu'il y en aura un quatrième de 100 à 1000, tu vois, pour la croissance future. Mais moi, je suis sûr qu'il y a ce genre d'étapes qui existent dans l'entrepreneuriat et nous, on en a la troisième, du 10 à 100. Ça se développe plutôt bien. On aimerait toujours aller plus vite, mais bon, ça va. Ouais. Chaque chose en son temps, quoi. Ouais, souvent, on appelle ça le go-to-market. J'ai un partenaire qui est là-dessus en ce moment. Eux, ils ont pris un BDR et un AE pour faire plus de 100 leads par mois et avoir au moins 20 deals closés dans chaque mois 2025. Ils veulent arriver aux 100 millions, aux millions d'ARR en 2025. Ouais, il y a des belles choses à faire à cette étape-là, quoi. Ok. Alors, pour revenir toi sur ton parcours en tant que vendeur, du coup, puisque tu t'en occupes aussi, c'était quoi ton premier contact avec la vente? Premier contact avec la vente. Moi, je suis quelqu'un qui est, je suis pas timide ou réservé. Donc, ma première façon de vendre, c'était pendant les événements. Donc, j'allais voir les gens, je leur disais, putain, mais c'est génial ce que tu fais. C'est une boîte qui peut m'intéresser. Moi, je fais quelque chose qui peut t'intéresser. Est-ce que ça te va si on discute? Donc moi, mes premiers rendez-vous, c'était des rendez-vous que je prenais en physique. Parce que ça ne me dérange pas d'aller déranger quelqu'un et lui dire hey, écoute, toi et moi, il y a moyen de... Tu vois. C'est un peu ça le truc. Grand dragueur. et en vrai, ça marchait plutôt bien. Sauf que c'est chronophage de fou de faire des rendez-vous en physique. Tu vois. Enfin, d'aller chercher des rendez-vous en physique. Donc, ce que j'ai commencé à me dire, c'est que, écoute, il faut que j'arrive à le faire, mais au téléphone. Et au téléphone, franchement, au début, je pensais que ça allait être simple. Tu te dis, tu arrives et tu te dis, c'est facile. Tu lui dis allô, j'ai une solution, t'expliques ce que tu fais, etc., en long et en travers, et ensuite, il va te dire, ah putain, mais ça correspond grave à ce que moi j'ai envie d'avoir. Pas du tout. T'appelles, non, j'ai pas le temps. Ah, premier refus. Et sur, en fait, je sais pas moi, une centaine d'appels, tu fais la synthèse, j'avais 90% de refus. Ouais. Voilà, et c'était même pas, j'ai le temps de parler, tu vois, c'était juste, non, j'ai pas le temps, t'es qui? On m'appelle tout le temps, arrêtez. Ouais. Tu vois. Et donc là, tu commences à te dire, ok, il y a un problème, c'est pas si inné que ça, il faut apprendre à se former. Et donc, tu fais appel à soit des seniors, soit des gens qui l'ont déjà fait, soit des tutos, enfin bref, tu lis des trucs et donc petit à petit tu te formes et tu commences à comprendre les étapes en tout cas de la vente B2B. Moi je suis dans ça. B2C, on a essayé avant avec Timelapse, là je te disais, j'oublie. C'est beaucoup d'inbound, c'est un peu incontrôlable. Pour l'instant je suis fâché contre, donc je reviendrai plus tard. Fâché contre les B2C. Ok, je peux comprendre. Mais ok, donc les premières étapes. Et alors... Du coup, face à ces premiers refus, ces premières frustrations, qu'est-ce qui a débloqué le moment où tu as réussi à prendre des calls au téléphone? Je dirais la structuration. On a fait appel à un ami qui était justement sales semi-senior, tu vois, entre junior et senior, je sais pas comment je les appelle. Ménior, ah ouais? Non, pas du tout. Non mais ça va être grave facile. Ouais, ça passe. Écoute, et en fait l'idée c'est quoi? C'est qu'il nous a dit écoutez, là vous avez des bonnes têtes, vous parlez bien au téléphone, etc. Tout se passe bien. Vous avez une belle image physique comme numérique, tu vois, ça compte sur LinkedIn, etc. Donc l'idée c'est d'aller un peu plus loin et de creuser ce qui ne va pas dans le call. Typiquement c'était ça. Et donc on s'est structuré aussi avec un CRM qu'on n'avait pas forcément. On faisait ça sur Notion, je sais pas si j'imagine que tu connais. On faisait ça sur Notion un peu à l'arrache, c'est alors un Excel plus joli, tu vois, mais ça reste un Excel. Donc on s'est structuré là-dessus, on a commencé à avoir des rappels, des tâches,
des entreprises, des contacts, tu vois, vraiment un truc bien cadré. Et ensuite, on s'est formé sur la manière d'appeler. Et surtout, on a compris le cycle de vente, tu vois. Au début, on n'avait pas compris. Moi, au début, c'était je t'appelle pour qu'on signe. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et ça paraît normal quand tu le dis à un vendeur parce qu'il te dit, mais non, ça c'est la base. Sauf que quand tu es ingénieur de base et que toi, tu arrives et que tu as envie juste de vendre ton truc parce que tu y crois de ouf, et le mec, il te dit, non, mais j'ai pas le temps. Mais si, je te jure, tu as le temps, écoute-moi. Tu m'en dis un rendez-vous, tu vois. Ouais. Et en fait, non, on s'est structuré. Donc, du coup, maintenant, on sait vendre, entre guillemets. Je pense qu'on est encore au tout début, mais ça marche beaucoup mieux que ce qu'on faisait il y a 5-6 mois. Et voilà. Ouais, la compréhension du cycle de vente. Compréhension, ouais, carrément. Avant, moi, c'était j'appelle pour vendre. Maintenant, c'est j'appelle pour prendre un rendez-vous. Ensuite, je qualifie le besoin. Ensuite, je fais une démo. Ensuite, je négocie un peu. Ensuite, je reviens si jamais il y a besoin de revenir. Et ensuite, je close, tu vois. Je close. Je close, ouais. Ouais, je close. Voilà, c'est un peu le process qu'on a mis en place chez nous. Et c'est structuré aussi avec notre CRM. Donc, c'est plutôt bien. Ok, ouais, très très cool. Et question que j'ai aussi posée à Bastien tout à l'heure. Je reprends les bonnes questions, je recycle, tu m'en veux pas. L'entrepreneuriat, c'est effectivement un peu des montagnes russes émotionnelles. Et même si vous êtes 3 potes et que vous entendez bien, que vous rigolez, est-ce qu'il y a eu des moments où c'était vraiment dur? Est-ce que tu te souviens d'une journée où vous avez failli tout abandonner, quoi? Alors séparément, je dirais que oui. En gros, chacun dans son coin, on est là. Mais qu'est-ce qu'on fout là, tu vois? Le pire, en vrai, c'est quoi le pire? C'est qu'on est ingénieur de formation, tu vois. Donc demain, je peux trouver un travail à 3 000 € par mois, tu vois. Entre 2002 et 3005, tu vois, j'en sais rien. Tu vois. J'ai une fourchette assez large pour faire un mec pas trop humble. Enfin, pour faire un mec humble, justement. Et donc, j'ai plein de potes qui étaient dans notre école et tu les vois réussir petit à petit, prendre un foyer, avoir... potentiellement se poser, avoir des investissements, que ce soit en crypto, en immobilier, enfin bref, acheter une nouvelle voiture, tu vois, il y a plein de trucs qui se passent autour de toi. Et toi, tu en es toujours un peu au même cadre étudiant, tu vois, où tu travailles, tu es en mode galère pour essayer de monter des projets, tu vois. Mais le truc, c'est que comme on est 3, c'est la chance qu'on a, c'est que quand il y en a un qui est pas bien, l'autre il prend le relais et il avance sur la boîte. Et en fait, tu te dis... Putain, moi je fais le mec qui se morfond dans son coin, tu vois, alors que lui il travaille, donc vas-y, je vais y aller. Et quand c'est lui qui est pas bien, bah, c'est toi qui es à fond, tu vois. Donc il y a un peu ce. En fait, la chance qu'on a, c'est que la bascule, on l'a pas en même temps. Je redoute le jour où on l'aura tous en même temps. Et après, je pense que nous, on s'est aussi mis des règles entre associés, tu vois. Typiquement, ça nous est déjà arrivé de s'embrouiller, ou de pas être d'accord en tout cas, parce qu'embrouiller, c'est un grand mot. De ne pas être d'accord, et ça va arriver encore de plus en plus sûrement, parce que plus tu grandis une boîte, plus il y a des décisions importantes à faire, et plus c'est compliqué de les faire. Mais comme on a mis des règles entre nous, on arrive plutôt bien à s'en sortir. Typiquement, un vote à bête et méchant 2 contre 1, c'est le 2 contre 1 qui gagne, même si le 1 il avait raison, tu vois. On se rend compte que 6 mois plus tard, le 1 avait raison, bah, on s'en fout, on a pris la décision, on passe à autre chose. Et ça y est. Et on ne mélange pas trop le perso et le pro. Quand on est au taf, on est au taf. Quand on sort dehors, on est d'autres personnes, tu vois. C'est dur à faire, mais une fois que c'est fait, ça marche bien. Ouais, surtout quand tu travailles avec tes potes, ça doit pas être évident. Ouais, c'est pas évident parce que tu te dis, bah lui il a ça, non mais lui il a ça, mais lui il fait ci, non mais... Et en fait, tu te dis, bon, en vrai, écoute, dans tous les cas, chacun fait son taf. Il y a des moments... En fait, il faut accepter, il y a des moments qui sont avec toi, des moments qui sont contre toi. Tu as des moments qui sont pour ton associé, tu as des moments qui sont contre ton associé, tu vois. Et donc, il faut accepter tout ça et se dire, bon, vas-y, on avance tous ensemble et peu importe ce qui va se passer, l'objectif, il reste le même pour nous 3, c'est qu'on fasse monter la boîte. Voilà. Ok. Et petite dernière question, parce que ça, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui se la poseront. Justement, quand tu vois, imaginons un de tes potes qui est à 3005 par mois, qui a ses investissements qui tournent, qui commence à construire petit à petit son indépendance, etc. Qu'est-ce qui, toi, te fait te dire, ok, mais ma situation est meilleure pour moi? Elle est meilleure pour moi parce que j'ai déjà testé cette situation, enfin l'autre. Et parce que c'est pas parce qu'elle lui convient à lui que forcément ça va me convenir à moi. Comme je te dis, je l'ai testé en alternance dans une banque, ça se passait très bien. Bon, c'était une alternance, donc tu gagnais pas 3 000 €, mais j'étais quand même très bien.
Tu vois, c'était une alternance dans une banque, tu es bien payé. Généralement, ça dépasse les 1003. Et en fait, le truc, c'est que moi, quand je me lève le matin, je suis relax. Tu vois, je cours pas après mon temps. Tu sais, la majorité des gens, ils courent après leur temps. Et c'est le choix qu'ils ont fait, tu vois. Comme ça, ils ont une sécurité financière. Comme ça, ils ont le temps aussi, après le travail, de faire tout ce qu'ils ont envie de faire avec l'argent qu'ils ont. Moi, ce que je voulais en priorité, c'était avoir le temps d'avoir le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment de se dire, bah, demain, je peux arriver au travail à 17h et travailler jusqu'à 6h du matin, si je veux. Je peux aller à Bali, entre parenthèses, je l'ai fait. Je peux aller à Bali, prendre mon PC et faire passer des appels là-bas, tu vois. Et en vrai, j'ai rien qui m'en empêche. C'est sûr, je suis plus productif à Paris, mais si jamais j'ai envie de respirer un peu sans trop lâcher le travail parce que ça me tient à cœur de faire monter le truc, c'est possible, tu vois. Donc, comme tu disais, il y a des hauts et des bas, et bah là c'est pareil, il y a des avantages, des inconvénients, il faut prendre ce que tu as envie de prendre et pas trop calculer le reste, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, très cool, passionnant. Ouais. J'ai très envie de suivre de près votre évolution du coup. Ouais, avec plaisir, franchement, si... Moi aussi d'ailleurs, je vais suivre ton évolution. Écoute, de toute façon, tu n'auras pas le choix, il y a de la tête sur la chaîne. Non mais peut-être repasser, je sais pas moi, dans 3 ans, si jamais ça a réussi ou ça a tout foiré. Ça se trouve que dans 3 ans, j'aurais complètement arrêté l'entrepreneuriat et je serais dans une banque, alors que je suis en train de dire que c'est tout ce que j'ai pas aimé. Ce sera un super podcast. 3 ans après, il a arrêté l'entrepreneuriat. C'est de la merde. Le rêve américain, la maison avec la petite. Finalement, c'était de la merde. Ouais, faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Non, écoute, bah vas-y, avec grand plaisir et on verra où ça nous mènera, tu vois. C'est l'idée aussi, c'est le jeu. Complètement. Allez. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi.